Là, hop. Voilà, Igor, si laisse la parole. Oui, avec plaisir. Écoutez, bonjour à tous. Meilleurs vœux. On est dans les derniers jours de janvier. Donc, je m'appelle Igor Schlapak, je suis directeur de Business France au Nigeria, basé à Lagos, depuis presque 2 ans. Ça fera 2 ans début avril. Voilà, je suis aujourd'hui accompagné de 2 collaborateurs qui se présenteront après, mais donc Adouni Oloigbukun, qui s'occupe de la filière industrie et cleantech chez nous. D'ailleurs, vous pouvez vous présenter maintenant, hein. Ça sera fait. Et puis Valor Hidou, qui est sur la filière agrotech. Adouni, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis la personne en charge de tous les sujets qui concernent grosso modo l'industrie lourde. Ça fait 6 ans que j'occupe le poste et on a déjà eu le plaisir d'accompagner un bon nombre d'entreprises françaises. Et avec l'arrivée du nouveau président, Igor rentrera plus en détail. Il y a vraiment de nouvelles opportunités qui vont pouvoir se présenter dans le secteur de l'industrie au Nigeria. Voilà, notre collègue Valor. Bonjour, moi je suis Valor Hidou, je suis en charge du secteur agrotech. Tout ce qui concerne l'agro, la chaîne de froid, le secteur laitier, l'élevage et tout ça. Comme Igor a dit, je me rappelle qu'on avait discuté avec les Contentines. Et je pense que je les avais rencontrés quand j'étais en Normandie en 2019, si je ne me trompe pas. Donc ici, je suis à Business One depuis 2016. On a eu l'opportunité d'accompagner pas mal de sociétés françaises dans le secteur du vin, d'équipement et des autres. Donc aujourd'hui, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup. Peut-être en préambule, est-ce que parmi les entreprises normandes présentes, qui a déjà prospecté ou des échanges sur le Nigeria? Très rapidement, ou c'est vraiment une découverte? Oui, alors rapidement, Robin Dissart, Société PAI, je suis en charge depuis 6 ans de la zone Afrique subsaharienne. On travaille avec le Nigeria depuis 6 ans. On a 2 agents et on travaille avec les majors du secteur pétrolier et gazier, Exxon, Nigeria LNG, Indorama pour la partie fertiliseur, Sterling Oil, qui a des plateformes offshore à Lagos. Et voilà. Ok, très bien. Pour les autres, c'est plutôt des découvertes. On y reviendra après. Très bien. On va rentrer dans le sujet. On va vous présenter un peu l'actualité du Nigeria. Comment dirais-je? On passera peut-être assez rapidement certaines choses, comme ça nous laissera la place pour la question-réponse, vu qu'on n'est pas extrêmement nombreux. Ce sera peut-être plus personnalisé. Donc, le Nigeria, le dicton local, on n'est pas en Afrique si on n'est pas au Nigeria. Effectivement, compte tenu de la taille de la population et la taille du pays, c'est un géant au sein de l'Afrique. Je vais y revenir là, sur les chiffres clés. Et donc, c'est un marché incontournable. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est en tout cas pour demain. Voilà. Rappel, couverture de la Team France Export en Afrique subsaharienne. Donc, très rapidement, on a 8 bureaux en Afrique subsaharienne. C'est les points rouges qui vont Dakar, Abidjan, Lagos, Douala, Angola, Afrique du Sud, Kenya, Éthiopie. Et puis ensuite, les pays sur lesquels on a des partenaires référencés ou les pays qu'on suit en direct. Et tout ça nous permet d'avoir une couverture de 25 marchés en Afrique subsaharienne avec une 50aine de collaborateurs sectoriels. Donc ça, c'est l'équipe, mais on vient de se présenter. On a mobilisé que Adouni et Valor parce que c'est les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, le Nigeria en quelques chiffres. Donc, c'est un marché de 230 millions d'habitants. Le pays en comptera 400 millions d'ici 2050. Ce sera le 3e pays le plus peuplé du monde derrière l'Inde et la Chine. Population jeune comme partout en Afrique, donc entre 50 et 60% de la population qui a moins de 20 ans. Une classe moyenne qui est estimée à 10% de la population, donc environ 20 millions d'habitants.
Alors, classe moyenne, il faut s'entendre, la définition est toujours un peu compliquée, mais bon, avec un pouvoir d'achat, disons, suffisant pour accueillir des produits et des services occidentaux, disons, pour la faire très très courte. Mais vous voyez, déjà 20 millions d'habitants, c'est la taille de certains marchés de la zone assez dynamique, hein. C'est plus grand que le Sénégal, c'est un peu moins que la Côte d'Ivoire. Donc, en tant que tel, il y a un marché adressable, je veux dire, en termes de classe moyenne, qui est déjà important, sans parler du reste. Ça reste le premier PIB d'Afrique, avec 470 milliards de dollars en 2023. Donc, devant l'Égypte et l'Afrique du Sud, c'est le quart du PIB du continent, avec un PIB par habitant de 20 000 dollars par an, ce qui est équivalent à ce qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, mais avec de très fortes disparités entre les très très riches et les très très modestes. Voilà, donc ça c'est une mesure effectivement. Et puis je vous ai montré la classe moyenne. C'est le premier producteur de pétrole d'Afrique, alors pétrole et gaz, avec une production qui est un peu supérieure à 1 million de barils par jour. Mais c'est une économie qui est plus diversifiée, en fait, on pourrait s'y attendre. On parle beaucoup du Nigeria comme un gros producteur de pétrole et de gaz, ce qu'il est, mais en fait, en termes dans le PIB, ça compte pour un peu moins de 10% au sens strict, et une quinzaine de pourcents si on considère le pétrole et le gaz et tout ce qui vient servir ce secteur-là. Mais donc, ça fait jamais que 15% du PIB. Et d'ailleurs, c'est en diminution constante. Donc, ce qui porte vraiment la croissance et le PIB au Nigeria, c'est l'agriculture, le commerce et tous les services, notamment tout ce qui va être bancaire, services financiers, technologie de l'information et de la communication, qui sont des secteurs qui progressent énormément et qui portent la croissance. Le secteur du pétrole et du gaz est, lui, plutôt en stabilisation, un peu en déclin, pour être très honnête, mais on y reviendra. La place de la France au Nigeria, ou la relation entre la France et le Nigeria. Donc, la France est le 7e client du Nigeria. On trouve évidemment la Chine, l'Inde, les États-Unis, Hollande aussi très présente. On a environ 80 filiales actives dans le pays. Alors évidemment, beaucoup historiquement autour du pétrole et du gaz, avec en tête Total et tous les parapétroliers qui suivent. Mais on a une présence assez représentative, assez diverse dans la logistique, dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, dans l'assurance. Voilà, donc on a une présence significative. Donc, je pense qu'on est un des premiers pays investisseurs et un des premiers pays de présence. Et nos filiales représentent environ 10 000 emplois et génèrent 3 milliards de chiffre d'affaires. Exportation française vers le Nigeria en 2022, mais ce qu'on retrouve sur les dernières années, environ entre 600 et 700 millions d'euros. Voilà, ce qui est raisonnable, mais en deçà du potentiel compte tenu de la taille du pays. On y travaille avec votre aide. Voilà. En termes de structure, donc, le Nigeria est un État fédéral, un peu sur le modèle états-unien. Donc, en fait, c'est un État fédéral composé de 36 États, avec des gouverneurs à leur tête. Et ces États sont très autonomes politiquement et budgétairement. Concrètement, ça veut dire que surtout sur les projets publics, en fait, il y a un certain nombre de projets d'infrastructure qui sont pilotés au niveau fédéral, mais il y a énormément de projets qui sont pilotés au niveau des États eux-mêmes. Voilà. C'est peut-être moins vos sujets, donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est pour expliquer la structure administrative. Évidemment, se dégagent deux pôles. Donc, Abuja, qui est la capitale politique du pays, avec 4 millions d'habitants. Et donc, c'est là où on va retrouver toutes les administrations, les autorités, les agences publiques et les donneurs d'ordre publics. Donc, quand on a affaire avec ces secteurs-là, c'est là-bas qu'il faut aller. Et on a ensuite Lagos, l'État de Lagos, qui est le poumon économique du pays, qui est un peu une ville-État, donc qui compte pour 25 millions d'habitants, 20% du PIB national. Donc, ce serait le 8e PIB d'Afrique si l'État était autonome. C'est l'équivalent du PIB du Kenya, environ 90 milliards de dollars par an. Voilà. C'est également aussi, pareil, si on revient à la commande publique, c'est un budget d'investissement de 1 milliard de dollars par an. Voilà. La langue officielle, c'est l'anglais.
Et ensuite, on a des langues vernaculaires locales, mais la langue de travail, la langue officielle, c'est l'anglais. C'est un point important, une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable pour faire des affaires dans le pays. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, vous y avez peut-être confronté, bien que le secteur du pétrole et du gaz soit plutôt préservé. Mais ces dernières années, il y a eu des gros soucis macroéconomiques. Donc, les sujets, les défis sont listés ici. On a eu en juin dernier, avec l'arrivée du nouvel exécutif, la Banque centrale a laissé la monnaie flotter. La monnaie était très, très contrôlée, elle a été flottée. Donc, en fait, il y a eu une très forte dévaluation du jour au lendemain. Lorsque la Banque centrale a lâché le taux, la monnaie a perdu quasiment 70% de sa valeur. Et la monnaie continue à dévisser vis-à-vis du dollar et de l'euro. Voilà. Donc, comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit par une forte inflation localement, qui va atteindre là, les 30% en année glissante. Hein, par rapport à l'année dernière, on devrait être à 30% cette année. Et ça se ressent également sur la possibilité d'accès à la devise, c'est-à-dire que en fait, au sein du circuit bancaire nigérian, depuis plusieurs années déjà, mais là, ça s'est un petit peu accentué, c'est qu'il y a la difficulté pour les opérateurs économiques locaux de convertir les NERA en euros et en dollars pour ensuite régler les fournisseurs étrangers. Alors, la difficulté, elle n'est pas tant sur la conversion en euros et en dollars, c'est que vous avez un double système de change au Nigeria, c'est-à-dire que vous avez un système de change à travers le cycle bancaire normal, où le taux de change est établi à environ 900 NERA pour 1 euro. Et sur le marché parallèle, marché gris, on va dire, le taux de change est plutôt de l'ordre de 1400. Mais si vous avez des NERA et que vous souhaitez payer vos fournisseurs à travers le circuit bancaire normal, vous bénéficierez d'un taux autour de 900, mais avec une disponibilité en devises à travers le circuit bancaire qui va être limitée. Et donc, les opérateurs passent par des circuits parallèles, et là, sont obligés d'aller acheter la devise à 1400. Voilà. Donc, tout ça renchérit effectivement les transactions, les délais de règlement, complexifie un peu les choses. Voilà. Mais néanmoins, les gens arrivent à se faire payer et en devise à l'extérieur. Mais c'est des sujets pour lesquels il faut tenir en compte lorsqu'on veut faire des affaires au Nigeria. Voilà. Il y a des mécanismes, il y a des choses, on pourra rentrer dans le détail si ça vous intéresse, mais c'est des choses à avoir en tête. Plus généralement, au sens très très large, il y a un déficit en infrastructure de base qui pénalise le développement. C'est extrêmement patent au niveau de l'énergie et des infrastructures routières. Donc, le Nigeria produit, en termes d'énergie, produit 5 à 6 gigawatts d'énergie, ce qui est ridicule. Les besoins sont estimés plutôt autour de 20 gigawatts. Donc, concrètement, en fait, l'EDF local fournit de l'énergie peut-être à hauteur de 40% dans les grandes villes, et le reste du temps, ça tourne sur le groupe électrogène, avec des coûts extrêmement élevés d'opération. Tout ça enchérit en fait les opérations au Nigeria. Et en termes de compétitivité, ça vient greffer un peu l'économie. Idem au niveau des routes, bien qu'il y ait des améliorations, des travaux en permanence, mais le réseau routier est peu développé et vétuste, et donc délai de transport, peu de transport, l'impact sur le matériel, etc. est conséquent. Bon, la Banque mondiale estime qu'il faudrait 10 milliards de dollars par an en investissement sur 10 ans pour rétablir le déficit, ce qui est considérable et ce qui n'est pas fait pour l'instant. La situation sécuritaire instable, alors là, vous devez entendre parler quotidiennement, régulièrement dans la presse, le pays jouit d'une image déplorable à ce niveau-là. Effectivement, il y a des gros soucis de sécurité, principalement dans le nord du pays et le nord-est principalement. Pour ce qui est des grandes villes, Lagos, Abuja, les grandes capitales de province, la situation est largement contrôlée, et très notamment à Lagos, où en fait on peut venir en mission tout à fait normalement, sans dispositif particulier d'accompagnement.
Voilà, vigilance sur le trajet entre l'aéroport et le centre-ville, mais sinon, pour ce qui est du reste, on peut se balader vraiment quasiment normalement. Donc là, il n'y a pas de crainte à avoir en cas de mission sur le terrain. Donc, comme je l'évoquais, il y a un nouvel exécutif qui arrive au pouvoir à l'été 2023. Les mandats, donc c'est l'élection générale hein, en Nigeria, on élit à la fois le nouveau président et le Parlement, ainsi que les gouverneurs. Donc, c'est des élections générales. C'est des mandats de 4 ans. Et donc l'été dernier, il y a eu un nouvel exécutif qui a été élu après 8 ans de mandat du président Buhari, qui, de l'avis de tous, a été un double mandat relativement catastrophique, ou en tout cas où il y a eu très très peu de réformes qui ont été mises en œuvre à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau sécuritaire, au niveau de l'attractivité. Enfin, voilà. Donc, disons que pendant 8 ans, il y a eu une sorte de stand-by qui a pénalisé le pays. Également très peu d'investissements dans le secteur du pétrole et du gaz, qui constituent quand même les principales ressources en devises. Donc voilà, le nouveau président et son équipe, donc le nouveau président, c'est le monsieur qui est à l'écran, ça s'appelle monsieur Bola Ahmed Tinubu, qui est quelqu'un de pro-business, qui est en fait un ancien gouverneur de Lagos fin 90, début des années 2000, et qui en fait a fait de Lagos, l'État de Lagos qu'il est devenu, c'est-à-dire une puissance économique nationale et régionale. Et donc c'est cette personne qui a été élue avec un programme pro-business très ambitieux. Donc j'ai rappelé ici les principales réformes, principales feuilles de route. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'il entend faire et ce que tout le monde attendait. Avec déjà sur les derniers mois des réformes qui ont été mises en œuvre, qui sont certes douloureuses, mais qui devraient porter leurs fruits et qui d'ailleurs le portent déjà sur un certain nombre de plans. Voilà. Au niveau fiscal, au niveau attractivité des investissements, un certain nombre d'autres paramètres. Voilà, donc les maîtres mots, c'est croissance sectorielle, libéralisation, et l'idée, c'est vraiment développer le secteur productif, le secteur agricole, relancer la filière pétrole et gaz qui est indispensable, comme je disais, aux ressources en devises du pays, doublement des PPP, nationalisation d'un certain nombre de sociétés étatiques. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail du programme. Dans tous les cas, pour l'instant, on constate quand même un certain nombre d'améliorations, mais tout ça prend du temps. Mais les prochains mois s'annoncent meilleurs. Là, on vous a remis les secteurs porteurs principaux du pays. Je pense qu'on y reviendra dans le détail à la fin, peut-être. Comme ça, on terminera là-dessus et ensuite on enchaînera sur les questions-réponses. Mais effectivement, ce qui porte, vous l'avez vu dans la structure du PIB, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire, avec tout ce qui est transformation agro-industrielle, production locale, tout ce qui va être hydrocarbures et énergie, construction, travaux publics, gros secteurs, tout ce qui va être tech et télécom, fintech, santé et cosmétique. Les clés du succès pour le Nigeria, mais c'est un peu valable sur l'ensemble de l'Afrique pour entrer dans ce pays. Alors celui-ci est particulièrement plus complexe que d'autres, a tendance à faire un peu plus peur, mais néanmoins, soyez rassurés, nous on accompagne une centaine d'entreprises par an sur ce marché avec plutôt de bons résultats et des gens qui viennent en mission qui sont agréablement surpris par le pays, par les gosses et par l'accueil des Nigériens. Donc effectivement, être accompagné et bien s'informer et conseiller, pas venir seul, ce serait une perte de temps et d'argent. S'appuyer sur des partenaires locaux fiables, et il y en a beaucoup parce que au Nigeria, il y a un secteur privé extrêmement développé avec des gens extrêmement compétents. Donc il y a vraiment des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer à la fois commercialement et techniquement. C'est vraiment une caractéristique de ce pays, j'ai trouvé. Mettre en avant ses réussites et ses références en Afrique, ça c'est effectivement indispensable. L'offre française, la France est bien. Historiquement, on n'est pas présent, enfin, on n'a pas de passif avec le pays.
On est connu, respecté, mais voilà, il y a aussi une concurrence internationale et locale assez forte. Donc, vraiment mettre en avant ses références et ses réussites en Afrique, ça permet de bien montrer ce que vous savez faire et que vous saviez évoluer dans cet environnement-là. Apporter des solutions de financement, ça c'est, oui, effectivement, sur certains projets, certains secteurs d'activité, ça peut être important. Alors, notamment à travers la BPI qui est active sur le pays est ouvert. Ça peut être aussi à travers des instruments du Trésor, de Proparco, de l'AFD. Voilà, ça dépend de votre secteur d'activité. Pareil, en cas d'implantation, autre chose, être accompagné par des spécialistes. Et enfin, être patient, parce que les choses, des fois, peuvent aller très vite, mais des fois beaucoup plus lentement, surtout quand on traite avec le secteur public. Voilà. Là, je vous ai remis notre agenda des événements en 2024, alors, à la fois au Nigeria et en France, parce qu'on accompagnera un certain nombre de délégations nigérianes sur des événements en France, qui sont ici listés. Celui qui n'est pas listé ici, qu'il faudra qu'on mette, c'est pour la première, pour les gens de l'agro, il y aura un pavillon nigérien sur le SIA, le Salon international de l'agriculture, donc dans un mois. Ce sera la première fois que le Nigeria aura un pavillon sur le SIA. Voilà. Effectivement, notre grand forum annuel, là, ce sera la 6e édition cette année, Ambition Africa, donc, qui se tient à Bercy, qui aura lieu en octobre. Et donc là, c'est sur 2 jours, c'est 2000 participants, moitié d'entreprises françaises, moitié d'entreprises africaines, avec l'ensemble des collègues de la zone. C'est un très bon moment pour rencontrer les équipes Business France, mais également des entrepreneurs africains, des nord africains. Très bon retour de l'ensemble des parties prenantes sur ces 6 dernières éditions. Donc, je remonte de quelques slides. Et puis, peut-être alors faire un petit focus agriculture agroalimentaire par Valor. Et puis également donc pour Industrie et Cleantech pour Adouni. Ou à moins que, comme on est relativement peu, est-ce que vous souhaitez plutôt directement, entre guillemets, poser des questions voilà, qu'est-ce que vous préférez, avoir quelque chose de très personnalisé ou avoir un éclairage général d'abord et ensuite on passe aux questions-réponses? Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a votre préférence? Perso, je veux bien si c'est OK, le global général sur chaque secteur. Comme ça, on a une idée globale. OK. Alors, je fais juste rapidement le oil and gas et l'énergie. Donc, le oil and gas, que je l'ai dit, ça reste un très gros producteur de pétrole et de gaz. Mais sur les dernières années, il y a eu un manque d'investissement parce que le cadre réglementaire et fiscal était pas au rendez-vous. Donc, qui dit manque d'investissement dit déclin de la production. Donc, naturel, hein, c'est normal, les champs vieillissent. Il y a 1 an, le gouvernement, donc sous la précédente précédente exécutif, a finalement voté le Petroleum Industry Act. Donc, c'est un paquet de réformes en fait qui était attendu depuis une dizaine d'années et qui en fait permettent un cadre fiscal d'investissement meilleur. Et donc, en gros, là, on sort, ce que je disais avant la réunion, vous n'étiez pas connecté, là, on sort d'une mission oil and gas il y a 10 jours. Donc, on avait 6 entreprises qu'on accompagnait. On a rencontré l'ensemble des opérateurs internationaux. Donc, Total, Chevron, Exxon, Eni, Shell, plus un certain nombre de parapétroliers, Allegos et Port Harcourt. Et donc, tous nous ont dit que ce nouveau paquet, paquet légal, plus le nouveau gouvernement, ça allait dans le bon sens et qu'il y avait un certain nombre de décisions d'investissement qui allaient être annoncées prochainement. Voilà. Donc, on s'attend à de nouveaux investissements dans le secteur qui est attendu depuis longtemps, à la fois onshore et offshore. Pour des raisons de sécurité, difficultés d'opération, les grands pétroliers internationaux ont tendance à se retirer de l'onshore en partie. Et donc, ça, c'est racheté par les entreprises 100% nigérianes, des opérateurs nigérians. Et les opérateurs internationaux se concentrent plutôt sur l'offshore. Dans tous les cas, la tendance est plutôt bonne
avec les réformes, et donc il devrait y avoir du réinvestissement assez conséquent sur l'ensemble de la filière, pétrole, gaz, transport, distribution. Voilà. Pour ce qui est de l'énergie, ce qui s'est passé, c'est que, je expliquais, c'est qu'il y a un déficit de production et de gros problèmes dans le transport et la distribution. Donc là, ce qu'a fait le gouvernement fédéral, c'est qu'il a redonné en partie la compétence aux 36 États d'être beaucoup plus autonomes dans la production, transport, distribution d'énergie. Donc c'est une annonce qui a été faite il y a 6 ou 7 mois, qui est encore toute neuve. Donc, de manière concrète, on ne sait pas encore comment ça va se traduire exactement. Mais l'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de producteurs indépendants d'électricité ou d'énergie qui entrent sur le marché et qui, en fait, voilà, viennent combler le déficit du secteur public. Et par ailleurs, les entreprises publiques, elles se chargeront plutôt de tout ce qui est transport et distribution. Voilà, mais l'idée est vraiment d'inciter les acteurs privés directement dans les États concernés à s'emparer de la filière et à la développer. Étant entendu que le fédéral et le gouvernemental mettent en place le cadre légal approprié pour ce faire. Voilà. Pour l'agriculture agroalimentaire, en quelques mots, je vais laisser Valor parler. Et puis peut-être la Denis qu'on prêtera peut-être sur le reste de l'industrie. Valor, tu veux prendre la parole? Très bien. OK. Donc, je prends la parole pour la partie agro. En général, c'est un secteur qui génère 23% de très peu développé. C'est un secteur qui emploie la plupart de la population. Le secteur n'est pas du tout assez mécanisé aujourd'hui. Même après plusieurs interventions du gouvernement qui essayent de mécaniser le secteur, on connaît l'Afrique, il y a des projets qui se mettent, mais finalement, ça ne donne pas à son but. Mais on a quelques acteurs, des grands acteurs qui investissent leurs propres fonds, comme Dangote, comme Boa, Flour Mills of Nigeria aussi. Dans l'élevage, on a Friesland Campagne, Wamco, Mondelez et les autres qui sont dans le secteur qui investissent leurs propres fonds pour développer le secteur. Je mets le focus sur le secteur élevage. On est le 5e selon certains chiffres et les autres disent qu'on est le 4e en Afrique, derrière le Soudan, la Tanzanie, le Tchad. En termes de cheptel, sachant que certaines cheptels qu'on a au Nigeria viennent du Mali, du Niger, du Tchad, et tout est amené au Nigeria. Le Nigeria, c'est le marché le plus gros dans la région. Donc, il y a les importations de ce cheptel, principalement par la route du nord du pays. L'importation d'animaux vivants, c'est interdit au Nigeria, donc il faut plusieurs licences pour l'importer. Donc, ces gens font leurs importations par la route du nord. En termes de produits laitiers, aujourd'hui, on produit moins de 10% de notre besoin, ce qui fait que le reste est importé. Les pays d'importation principaux aujourd'hui sont les Pays-Bas, le Danemark, qui fournit le pays. Et en 2021, le pays avait... En 2019, le pays avait interdit l'importation de tout produit laitier et ses dérivés pour promouvoir l'investissement en local. Mais après ça, ils ont donné la licence à 6 sociétés qui ont des investissements dans le secteur pour importer pour certaines années avant de pouvoir produire ce qu'ils auront besoin. Ces sociétés, derrière ça, créent un business pour ces sociétés parce que les autres qui ont besoin du lait ne vont pas arrêter leur production. Ils vont juste demander à ces sociétés de les importer et les revendre. Jusqu'aujourd'hui, après cette interdiction, on ne dira pas qu'il y a vraiment une augmentation de la production locale, même si ces sociétés ont investi dans le secteur élevage et continuent à investir. Peut-être qu'on attendra quelques années avant de voir le fruit. Aussi, le pays a lancé son National Livestock Transformation Plan qui essaye à transformer le secteur parce que
la plupart des activités dans le secteur sont gérées par les pastoralistes de l'ethnie Peul. Donc, l'État a essayé, au lieu de faire ce qu'ils font traditionnellement, de marcher du nord jusqu'au sud, en train de chercher à nourrir leur cheptel. Parfois, ceux qui engendrent les problèmes sécuritaires entre les pastoralistes et les agriculteurs. Ils ont essayé de créer des rangs où ils vont mettre ces gens. Donc, ils ont lancé leur National Livestock Transformation Plan, ce qui n'a pas trop bien marché, à mon avis, parce que le Nigeria, c'est plusieurs pays. Dans un pays, il y a différentes ethnies et il y a des gens qui le voient comme l'utilisation de l'argent de l'État pour aider certaines ethnies qui font un business particulier. La demande d'aujourd'hui pour des produits laitiers dépasse 2 milliards de litres. Et on dira qu'en termes de consommation, le nord du pays, les pôles particulièrement, consomment plus que certaines personnes du sud. Mais en général, le Nigeria ne consomme pas trop. C'est environ 10 litres, ce qui est moins de la consommation même d'autres pays en Afrique. Entre 10 à 15 litres sont consommés par habitant, ce qui est très moins de la consommation en Afrique, moins même de la consommation mondiale. Le secteur est quand même, selon les analystes, ils voient qu'il y a quand même des opportunités dans le secteur. C'est un gros pays, un pays jaune, un pays qu'il y a beaucoup d'urbanisation en train de se faire. Les gens quittent les villages pour le soin bien avec l'éducation et tout ça. Les gens commencent à comprendre, à voir beaucoup plus l'importance des produits laitiers et l'augmentation augmente et on pense que d'ici 2028, on aura entre 10 à 15% d'augmentation par année. Donc, il y a des opportunités dans le secteur. Les acteurs du secteur ont aujourd'hui besoin pas des cheptels, parce que des gens qui ont texté d'importer des animaux vivants directement ont beaucoup perdu ces animaux à cause du climat, à cause de manque d'expertise, d'objection. Donc aujourd'hui, ils cherchent des semences, ils cherchent d'autres équipements pour gérer les animaux locaux. Le Nigeria aussi, aujourd'hui, on voit que le secteur de l'hospitalité est en train de développer. Donc, c'est un secteur qui utilise beaucoup de produits laitiers. Il y a une communauté expatriée qui sont quand même importants, vu que c'est un pays qui produit le pétrole. Donc, il y a des importateurs aussi qui importent, mais pas à grande échelle, qui importent les produits comme les fromages, d'autres produits laitiers pour fournir aux hôtels, aux restaurants, aux supermarchés dédiés aux produits internationaux qui vont à la communauté expatriée et à la communauté aisée du Nigeria. Il y a des supermarchés qui importent eux-mêmes, par exemple Delis et les autres qui importent eux-mêmes peut-être chaque semaine ou chaque 2 semaines, ils font venir par avion ces produits qu'ils vendent. Donc, c'est à peu près ça. Je vous laisse poser des questions spécifiques s'il y en a, et j'essaierai de vous répondre. Je laisse la parole à Adouni. Merci Valor. Donc moi, je vais rentrer plus en détail sur les secteurs de la construction et travaux publics. Pour rebondir sur l'information qu'a communiqué Valor concernant l'évolution démographique urbaine, le Nigeria, c'est l'un des rares pays aujourd'hui sur le continent africain où la population urbaine excède la population rurale, ce qui veut dire une population qui est de plus en plus importante et donc un besoin d'infrastructure qui est aussi de plus en plus important. Donc, ce qui par effet ricochet, entraîne un dynamisme du secteur de la construction et des travaux publics. Donc, tout d'abord, on a des besoins importants, étant donné que le besoin en infrastructure est vraiment très important dans le pays. Donc, il y a des investissements vraiment colossaux qui sont mis en place par le gouvernement. Par exemple, sur l'État de Lagos, on a la construction du prochain pont qui, lui, a été validé pour un budget de
plus d'1 milliard de dollars. Donc, c'est un pont qui va faire le tour de l'État de Lagos. On a des projets de métro. Donc, on a la première ligne de métro qui est rentrée en activité il y a quelques semaines. Et l'État de Lagos envisage de construire tout un réseau de trains, enfin de métro aérien. En termes d'infrastructure, les projets aussi s'étalent en fait à travers tout le pays. L'objectif, c'est de relier l'Est, le sud-est du pays au sud-ouest du pays à travers les lignes de chemin de fer. Donc ça, c'est aussi un gros projet qui est dans les pipes, ainsi qu'un autre projet de chemin de fer qui, lui, reliera le sud du pays jusqu'au nord du pays. Donc ça, ce sont les gros projets d'infrastructure qui ont été annoncés et qui devraient voir le jour dans les années à venir. Bien sûr, on a des projets de route, des projets de route à plus petite échelle qui sont votés chaque année au niveau de chaque État. Donc les budgets en termes de route sont vraiment très importants parce que il faut construire des routes, les États construisent des routes en permanence et puis aussi la maintiennent. Donc c'est des investissements qui sont importants et donc du coup dit importation de matériaux pour construire ces routes. On a d'ailleurs le premier entreprise qui est quasiment en position de monopole au Nigeria en ce qui concerne le bitume, c'est une entreprise française, Ringerdas. Et donc, c'est tout ce qui est matériaux de construction sont des marchés qui sont porteurs au Nigeria parce que parce que le pays produit très peu. Donc tout ça, ce sont des secteurs ce sont des produits, ce sont des solutions qui sont très demandées. Donc en parallèle des besoins d'infrastructure, on a également les besoins en termes de construction pure d'immobilier pour revenir à nouveau sur le fait que la démographie des villes urbaines est en train de grossir et grossir pour les grandes agglomérations comme Lagos, Port Harcourt ou Abuja qui sont même entre guillemets hors de contrôle. Ce que les États essaient de mettre en place aujourd'hui, c'est de multiplier en fait les zones d'affaires. Donc si on prend l'État de Lagos, aujourd'hui on a le centre d'affaires historique et l'État a créé un nouveau centre d'affaires qui, pour certains, je pense, vous avez sûrement entendu parler, qui est du côté de Lekki. Donc, avec la création d'un nouveau port qui est rentré en activité il y a quelques années, il y a le groupe Dangote qui est donc, on va dire, l'industriel africain le plus important, qui lui est spécialisé enfin, il a des activités un peu dans tous les secteurs, dans l'agroalimentaire, mais notamment dans l'industrie. Donc, c'est le premier fabricant de ciment du continent africain. Et aujourd'hui, avec le lancement de sa raffinerie, il déploie aussi ses activités dans le secteur du oil and gas. Et donc, cette raffinerie, à terme, en tout cas aujourd'hui, c'est la raffinerie la plus importante du continent africain. Et donc, elle commence ses activités de façon progressive. Donc, l'idée autour de ce nouveau pôle d'activité, c'est de créer aussi une nouvelle ville. Donc, en plus de tout ce qui est zone d'affaires, il y a aussi une nouvelle ville qui est en train de se développer depuis quelques années autour de toute cette zone. Donc, ce qui forcément entraîne des besoins en termes de logement. Et donc, qui dit logement, dit immobilier, qui dit également aussi des besoins en termes de matériaux de construction. Et donc, ce modèle, c'est un modèle qui est répété un peu partout sur le territoire, que ça soit, on le voit à Abuja, on le voit dans les villes du Sud, dans les grandes villes du Sud également. Toutes ces villes qui ont une démographie urbaine, qui ont une démographie assez importante, elles essaient de se développer ainsi. Pour revenir sur l'État de Lagos, il y a un autre gros projet qui, lui, du coup, prend en compte que ça soit le besoin des développements en infrastructure, mais aussi des besoins, des projets en termes d'immobilier, c'est Eco-Atlantique. Donc, c'est une nouvelle ville c'est un projet qui a commencé il y a environ une dizaine d'années. C'est la construction c'est une ville qui est en train d'être développée en fait sur
comment on dit ça en français? C'est sur la mer, donc c'est une péninsule, et donc cette nouvelle ville, elle va accueillir des entreprises, elle va accueillir des hôpitaux, elle va accueillir des habitations. Le groupe Chagouri, qui est à l'initiative de ce projet, a annoncé en juin que toutes les licences ont été attribuées, qui dit aussi en perspective un dynamisme pour les prochaines années dans ce secteur qui sera vraiment très, très important. Donc ça, c'est pour le secteur de la construction et des travaux publics. On peut s'arrêter aussi sur un secteur qui est vraiment très dynamique au Nigeria, c'est le secteur de l'aéroporteur et de l'aviation. Le secteur de l'aviation, pourquoi? Parce que le Nigeria, c'est un hub économique et puis c'est l'un des rares pays sur le continent qui a plus d'une dizaine de compagnies locales. Et donc, qui dit compagnie locale dit besoin en MRO, besoin en ravitaillement, tous les besoins qui sont autour du secteur, qui sont autour de ces activités sont très demandés, étant donné qu'on a un nombre d'acteurs vraiment très important, que ce soit des acteurs locaux avec des compagnies aériennes locales, comme je viens de le dire, mais aussi une présence d'un flot, d'un portefeuille de compagnies aériennes internationales aussi qui est vraiment très, très important. Donc ça, c'est pour le secteur de l'aviation. Et en parallèle, le gouvernement nigérian a mis en concession les aéroports internationaux, dont la concession de l'aéroport de Lagos, l'aéroport international qui a été remporté par la filiale turque du groupe Aéroports de Paris. Donc, ce qui veut dire rénovation de cet aéroport, gestion via un groupe français, et donc aussi des opportunités. Un autre secteur sur lequel on pourrait s'arrêter également, c'est le secteur de l'armement et de la défense. Le Nigeria ça fait près d'une dizaine d'années qu'ils arrivent deuxième ou troisième en termes de budget, qui investissent sur le secteur de l'armement. On va on peut-être pas rentrer. Ouais, déjà, puis je suis pas sûr que ce soit un secteur là qui intéresse nos entreprises. Désolé, je t'ai interrompu. Non, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, du coup, moi, je suis désolée, quels sont les autres Après, c'est l'industrie en général, mais donc, comme dans tous les pays, mais il y a déjà une grosse base industrielle historique au Nigeria. Mais effectivement, l'industrie se développe à tous les niveaux, dans tous les secteurs, parce qu'il y a des gros besoins locaux, et puis surtout avec les problèmes de devises, d'accès à l'importation, il y a un besoin de produire localement très important en fait. Donc, que ce soit en agro-industrie, matériaux de construction, tout type d'industrie en fait, ça construit à gogo pour fournir le marché local, quoi. Donc, tout ce qui vient alimenter l'industrie, il y a aussi de gros débouchés. Il y a un secteur qu'on n'a pas abordé, mais qui avait Access Group, c'était tout ce qui est Internet, téléphonie, télécom. Là, il y a déjà quand même un certain nombre d'acteurs locaux présents. Il faudrait, là-dessus, il faudrait peut-être rentrer plus dans le détail, c'est toujours un peu compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs, mais savoir qui exactement fait quoi, sur quelle couverture du territoire exactement, ça c'est un peu plus... Nous, on est spécialisé sur les réseaux privés, pas les réseaux opérateurs. Ouais, ok. Donc, c'est les réseaux qui servent... donc, on est présent au Burkina pour les mines d'or, par exemple. Donc, c'est les réseaux d'infrastructures pour les secteurs miniers, secteurs pétroliers, énergie, ce qu'on appelle les réseaux sensibles, en fait, qui sont indépendants des opérateurs. Donc, par contre, on a des problèmes de régulation parce que les fréquences qu'on utilise doivent être gérées et autorisées par les régulateurs nationaux. Donc, au Burkina, on avait fait, ça a duré 2 ans, mais pour obtenir effectivement les droits d'utilisation de réseaux privés par rapport aux opérateurs publics, parce que c'est toujours un peu tendu sur ce type de service. Oui, d'accord. Ok.
Écoutez, là, il y a un certain nombre d'acteurs locaux ou internationaux en JV qui sont déjà présents. Alors, sur ce segment-là, tout particulièrement, je ne sais pas, mais je pense que oui, quand même, vu la taille du pays et les sites, notamment les sites pétroliers, parapétroliers. Donc là, il faudrait étudier la question plus en détail. Je pense que je vois plutôt la chose comme s'associer avec quelqu'un qui est déjà actif dans le secteur en venant en complément. Complètement. Mais, Hein. De toute façon, ouais. le secteur minier là, au Burkina, c'est des mines canadiennes hein, avec lesquelles on travaille. C'est des acteurs canadiens. On est présent aussi sur les tests des plateformes pétrolières de Total en offshore, parce que c'est l'un des problèmes. Donc, avec toutes les contraintes d'équipements télécom, anti-explosion, etc. Donc ça, c'est on entame les phases pilotes avec EDF aussi, c'est pareil. Hein, on est présent dans les équipements qui sont dans les centrales nucléaires ou autres pour ces réseaux privés qui sont des réseaux critiques en fait, des industriels. Mais c'est vrai qu'on rentre avec les grands acteurs de terrain, quoi. Ouais. Ok. Bah, écoutez, là, que ce soit les pétroliers ou les secteurs d'énergie électrique, etc., tout ça, c'est des gens qu'on connaît. Et je vous dis, il y a déjà quand même un certain nombre d'acteurs assez costauds localement. Donc, il peut y avoir quelques partenaires potentiels intéressants. Synergie, oui. Voilà. Ok. Peut-être qu'on s'arrête là et qu'on passe aux questions-réponses s'il nous reste un peu de temps. Ça nous laisse un peu de temps de... Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Bon, déjà, si je devais résumer, parce que je me rends compte peut-être, donc si je devais résumer, c'est un marché qui est clairement pas des marchés comme l'Afrique de l'Ouest francophone, même l'Afrique de l'Est. C'est un marché qui est historiquement un peu plus complexe. Mais nous, notre bureau, ça fait plus de 8 ans qu'il existe. On a quand même une très très bonne connaissance quand même de l'ensemble des acteurs. Et c'est un marché qui à terme est incontournable. Hein. Je vous rappelle, 220 millions d'habitants, 400 millions en 2050. C'est un pays qui est quand même riche. Hein. Il y a une manne pétrolière et puis il y a de la création de richesses locales. Donc juste, faut pas être effrayé, ni pour engager des démarches de prospection, ni pour y venir. Et je vous dis, on a de belles success stories dans l'ensemble des secteurs. Donc voilà, nous, on est prêt à vous y accompagner et surtout à identifier des partenaires locaux. Enfin, en général, on présente des clients ou clients donneurs d'ordre et des partenaires locaux. C'est en général ce qu'on nous demande. Mais voilà, c'est un marché qui sera de toute manière incontournable. Voilà. Et qui peut s'aborder dans de bonnes conditions. Voilà, donc faut surtout pas avoir peur. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai une question sur le secteur agro-industrie pour la partie des entreprises laitières. Est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement d'aider les sociétés privées à se développer pour limiter les importations? Ou au contraire, elles veulent pousser les sociétés à continuer d'importer du lait, etc., des produits laitiers? Bah, bien sûr. Igor, tu veux répondre? Non, vas-y. Ok. Bien sûr, il y a le volonté du gouvernement d'aider ces sociétés à développer. Premièrement, ils ont interdit l'importation pour que ces sociétés investissent et avoir un marché pour vendre leurs produits. Deuxièmement, ils essayent de leur trouver de devises. Pour des sociétés qui ont la licence, ils essayent parfois de leur trouver de devises pour importer, pour leur encourager d'investir. Et il y a dans le National Livestock Transformation Plan, il y a des terrains donnés gratuitement à ces sociétés pour investir dans l'élevage. Il y a des formations qui donnent par le ministère de l'Agriculture, même si ce n'est pas top, mais il y a des formations données. Et quand ils viennent avec des propositions, le gouvernement est très ouvert à les écouter, à voir ce qu'il peut faire pour les aider à développer plus vite le secteur. D'accord. Et les acteurs sont privés Oui, actuellement? les acteurs privés. Ok. Aujourd'hui, même, ils ont créé une association qui s'appelle le Codaran, qui est l'association des 8
entreprises locales dans le secteur. Et ils sont très puissants parce qu'il y a des sénateurs, il y a des gens très puissants qui peuvent discuter avec le gouvernement n'importe quel temps quand il faut pour avoir ce qu'il veut. Cette association viendra en France avec nous pendant la semaine de l'élevage en octobre. Ok, merci. Oui, en fait, le deal, c'est que les sociétés qui historiquement étaient juste importateurs de poudre de lait, en fait, hein, comme Danone par exemple, mais Arla et d'autres, le gouvernement les a forcés en leur donnant l'exclusivité quasiment de l'importation, on leur a demandé de développer des fermes laitières à côté. D'accord. Donc les acteurs ont mis en place des fermes laitières. C'est le début, puisque ça fait 3-4 ans. Mais Danone a, je crois, 200 vaches. Et puis le plus gros, peut-être Arla, on a 400 ou 500, je crois. Voilà. L'idée, c'est de faire des fermes pilotes, voir ce qui peut être fait. Ok. Donc, ils produisent leur propre lait. Et ensuite, généralement, ils collectent le lait aux alentours. Et ensuite, ils l'utilisent dans leur processus de production pour produire des produits laitiers. Et le sucre, pour les sucreries, il y a des sucreries locales, privées, ou le sucre, c'est un peu pareil, tout est importé? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Et d'ailleurs, on a aussi une opération dans le secteur du sucre en mars. Mais vas-y, Valor. Bah oui, on a notre événement avec les équipementiers français du secteur du sucre. On a principalement 3 sociétés dans le sucre parce que l'importation du sucre est aussi interdite, sauf l'importation en vrac. Et la licence est donnée à, je pense, 3 ou 4 sociétés. Donc, les 3 gros qui sont Dangote, Flour Mills et Bois, on va organiser cet événement avec eux. Ils investissent dans le secteur parce que le gouvernement les a donné, je pense, jusqu'à 2028 ou 2027 d'arrêter les importations. Ça peut être renouvelé, mais aujourd'hui, c'est le temps que le gouvernement les a donné. Donc, Bois vient d'inaugurer sa plantation et usine à Kwara State il y a 2 ans maintenant, 2022. Il y a 2 ans maintenant, l'ambassadeur de France a même visité cette usine. Donc, c'est des sociétés locales qui investissent énormément dans le secteur. Ok. Ouais, donc le deal, c'est pareil. Ça, c'est les 3 plus gros conglomérats industriels, notamment dans l'agroalimentaire. Ils ont leur propre plantation, plus transformation. Et c'est par ailleurs les seuls qui ont les licences d'importation. Donc, ils importent également en vrac, parce que le pays n'est pas autosuffisant. Ils apportent en vrac, ils reconditionnent et ils vendent sur le marché. Mais ils développent leur propre plantation sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares dans le pays pour arriver à l'autosuffisance d'ici 4-5 ans. Ok, donc Dangote, c'est nigérian. Et les 2 autres, c'est quoi? C'est quoi les nationalités? Boura, c'est nigérian. Ok. C'est le 2e plus gros conglomérat du pays. Et l'autre, Ok. c'est Flour Mills, c'est également nigérian. C'est des gens d'origine grecque, mais de la 2e, 3e, 4e génération. Ok. Merci. Et donc, l'opération qu'on fait, qui sera virtuelle en mars, c'est que les fournisseurs d'équipements ou de solutions aux sucriers présentent leurs solutions aux directeurs techniques, achats de ces 3 gros groupes. Si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer les informations. Ouais. En fait, on vend pour les sucreries. On a d'autres clients en Afrique, au Congo notamment, du matériel très précis pour faire la maintenance des échangeurs. Ok. Donc, c'est présent, les échangeurs étant présents dans les raffineries et donc dans les sucreries également. Ok. De toute façon, vous avez. Je vous remets à l'écran, mais on vous passera la. Mais c'est le 2e événement là, qui s'affiche à l'écran là. Ouais, Sugar, et la personne, c'est Valor. Ok. Peut-être une question. Et Bonjour, j'organise merci pour cette présentation. Peut-être une question sur les accompagnements proposés. Là, je comprends effectivement que le bureau de la Team France Export au Nigeria, donc que vous représentez par le biais de Business France, accompagne une centaine d'entreprises. Quelle est la place justement des PME dans cet accompagnement et quel investissement à la fois en temps, monétaire, en budget donc, et en temps sont nécessaires
et en déplacement sont nécessaires justement pour des structures un peu plus petites lorsqu'elles veulent réussir un projet export d'abord et éventuellement un projet d'implantation ensuite au Nigeria. Ok. Alors, ce qu'on accompagne quasiment jamais, c'est des primo-exportateurs sur l'Afrique. Ça Ok. semble assez logique. En général, on ne commence pas par le Nigeria. Donc, on est plutôt sur des PME et des ETI qui ont une expérience de l'Afrique, qu'elle soit de l'Ouest ou de l'Est, éventuellement australe. Ensuite, donc, en PME, ça peut très bien fonctionner. Nous, on essaie de minimiser les coûts de la mission. Les coûts incompressibles, c'est le billet d'avion. Donc, c'est en vol direct depuis Paris, c'est quand même 1200 euros. Et ensuite, les hôtels, c'est une centaine d'euros. Donc, on peut faire une mission décemment en 3 jours sur place. J'aurais peut-être un coût logistique autour de 2000 euros. Et après, frais de mission qui dépend un peu du cahier des charges. Voilà. Donc, voilà. Après, on peut aussi faire un certain nombre de choses en ligne, c'est-à-dire, ça marche assez bien maintenant avec Teams, ou Zoom. Donc, on peut initier les choses en amont pour être bien sûr qu'il y a un intérêt de la part des acheteurs ou des partenaires, et puis ensuite enclencher le déplacement dans un second temps, quoi. Voilà. Effectivement, on est sur un coût de prospection qui est un peu plus élevé, notamment à cause du billet d'avion, en fait, qui est déjà autour de, je disais, 1000, 1200. Si on passe par la France en direct, en passant par la RAM ou d'autres, c'est un peu moins, mais c'est toujours 600, 700 euros minimum. Voilà. Bon, nous, En termes de déplacement, de fréquence, généralement, c'est comme souvent l'obligation d'être au moins 2 fois, de faire au moins deux déplacements par an. C'est pour justement rencontrer, sentir le marché, appréhender les approches culturelles, interculturelles, revoir un peu les partenaires. Enfin voilà, c'est quoi généralement les fréquences que vous recommandez pour réussir sur le marché? Ça va peut-être couper. Ben, ce qu'on constate, c'est que la première année, si on peut, mettons qu'on fait une première mission, prospection, identification du partenaire, mais j'ai l'impression que ça coupe. Ouais, ça coupe un peu, ouais. Ouais. Igor? Ouais. Je pense qu'on a perdu Igor. Bon. Igor? Ouais, je suis revenu. Ah, c'est bon. Parfait. Ouais, désolé, problème d'Internet. Ouais, je disais c'est variable, mais la première année, vous m'entendez bien ou pas? Oui, ça va là. Ouais, ça va. Oui, première mission, puis on essaie de revenir 3 mois après pour revoir tout le monde et compter. Et puis éventuellement un dernier déplacement, peut-être 6 mois après, quoi. Une fois que c'est bien amorcé, en fait, c'est surtout bien amorcé avec le partenaire local, puisque généralement, c'est ce qu'on constate même dans plein de pays, c'est quand on vient en mission, on est bien accueilli, il y a un engouement, mais il faut tout de suite battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, il faut vraiment pas s'endormir, être présent pour bien amorcer la relation. Et puis ensuite, une fois que c'est amorcé, là, ça se passe bien, quoi. Et c'est vrai que refaire un second déplacement quelques mois après, c'est toujours préférable. Allô? Vous m'entendez? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Allô, allô. Ouais, on est là. On t'entend. On arrive au Voilà. terme de la
on arrive au terme de la session. Igor, oui. Bonjour. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Là, on t'entend, ouais. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a Igor? il y a d'autres questions? Non, on arrive au terme de cette présentation. En tout cas, n'hésitez pas, je vous invite les entreprises à reprendre contact avec votre conseiller ou conseillère référente au sein de la Team France Export Normandie, qui feront le lien avec le bureau de Nigeria pour vos projets sur ce marché. Je vous envoie de toute façon par mail la présentation et un replay. Peut-être Xavier, est-ce que vous avez un petit mot à compléter ou conclure? Oui, bah, écoutez, merci à tous pour ce webinaire, pour ce focus sur un marché que l'on regarde peut-être moins que d'autres marchés en Afrique. Merci Béatrice pour l'organisation de ce webinaire. Vous savez donc l'ensemble de l'équipe donc de la Team France Export Normandie est à votre disposition pour vous préparer au mieux sur ces marchés. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter aussi à rejoindre le club Afrique Proche et Moyen-Orient que nous animons ici en Normandie avec une quarantaine d'entreprises, avec 5 réunions par an et l'occasion de pouvoir comme ça échanger entre pairs, se retrouver à l'occasion donc de réunions que l'on fait en Normandie, parfois même au sein d'entreprises, et avec chaque fois un focus sur un pays, sur une thématique réglementaire, douanière, avec des retours d'expérience. Voilà, donc revenez vers nous si vous le souhaitez sur cette adhésion-là au club donc Afrique Proche et Moyen-Orient. Et puis, bien sûr, revenez vers nous aussi si il y a des questions, des points particuliers concernant ce marché du Nigeria que vient de nous présenter Igor et son équipe. Voilà, moi je vous en remercie et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et une très bonne année. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bah ouais, merci à tous pour votre attention et pour l'opportunité. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. semaine. Bonne Merci journée. bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous.